Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire sur notre chaîne Fluo. On est très heureux, c'est un sujet particulièrement d'actualité, un peu chaud. Donc on est très heureux de vous recevoir, d'échanger autour de ce sujet avec une très jolie table ronde. Avant de le lancer, je vous propose... Ah non, il n'est pas du tout au bon endroit, excusez-moi. Donc je disais, je reprends. Juste les petites bonnes pratiques avant de lancer le webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré pour être rediffusé sur notre chaîne YouTube et nos différents canaux. N'hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir de les relayer, ou même nos différents intervenants. Et on s'organisera, ça va pas être facile parce qu'on a beaucoup de questions, mais on s'organisera pour terminer vers 14 heures et de préférence en prenant des questions de la part du public juste avant. Et donc une petite table ronde, je vous propose de vous présenter brièvement. Perrine? Avec plaisir. Alors, salut à tous, à toutes. Moi, c'est Perrine. J'ai cofondé avec Laure, qui va se présenter après, Design for Change. Je suis product designer depuis plus de 10 ans maintenant, en ayant commencé DA, UX, UI, voilà l'évolution du buzzword dans toute sa splendeur dans le digital. Et je suis spécialisée maintenant en accessibilité web. Donc, je suis toujours product designer, mais quand je crée quelque chose, c'est toujours sous le point de vue de l'accessibilité. Top, merci. Donc moi c'est Laure. Alors je vais faire encore plus court que Perrine parce que c'est comme Perrine. Même parcours, 10 ans que je suis product designer. On a cofondé ensemble Design for Change et maintenant voilà, axé sur l'accessibilité pour rendre le web utilisable pour tous. Merci. Eh ben, je vais faire encore plus court parce Mais que c'est non. tout pareil. Pareil, product designer depuis plus de 15 ans, en ayant commencé aussi plutôt par de l'UI. Et moi, je suis plutôt spécialisée dans les logiciels SaaS, de façon générale, pas forcément en accessibilité comme nos deux intervenantes, mais voilà, sur des fonctions très très larges. Super, merci. Enfin, Alexis? Alors moi, ça va être un peu plus long, mais je vais faire court quand même. Moi, je suis diplômé de l'école des Gobelins en cinéma d'animation et j'ai travaillé une vingtaine d'années dans le cinéma, la publicité, le dessin animé, aussi bien comme chara designer que comme scénariste, que comme auteur, que comme storyboarder ou comme réalisateur. Et ça fait une petite vingtaine d'années que je suis auteur de BD et que je fais quasiment plus de dessin animé, si ce n'est dans une profession alterne où je suis enseignant à l'atelier de Sèvres et à la Virtual Factory dans des écoles d'animation et de jeux vidéo avec des spécialités sur le dessin, le chara design, le storyboard, etc. Et ça me permet de vivre de la BD et de compléter mes revenus en étant enseignant. Trop bien. On avait voulu voilà, faire une petite représentation large avec la présence d'Alexis, qui est un ami à moi, et qui donnera aussi un point de vue un peu différent sur ce sujet qui nous passionne et pourquoi on est là aujourd'hui. Toute petite parenthèse, moi je suis coach agile et votre serviteur pour la journée, pour ce webinaire, pardon. Et donc, notre sujet, adieu les designers, l'IA va tout changer. Avant de se lancer, comme je disais tout à l'heure, on a quand même une actualité un peu bouillante sur le sujet. On était un peu le centre du monde pendant 2 jours de l'IA. Enfin, je reprends les mots et la pub qu'on a fait autour de cet événement, mais en tout cas, il y avait pas mal de beau monde, des jolis débats, des jolies intercations, mais c'était passionnant. Et voilà, c'est un sujet qu'on se pose régulièrement la question, quel va être l'impact de l'IA sur nos métiers. Je pense que quotidiennement, on a tous accès à certains outils et on trouve ça, au-delà d'être passionnant, extrêmement utile, mais jusqu'où pourra aller l'IA? C'est une vraie question qu'on souhaite se poser, et en tout cas sur les métiers du design. Et avant d'ouvrir complètement la boîte de Pandore, je voulais donner un peu la parole à Perrine pour essayer de borner quand même ce sujet, parce que l'IA, c'est quelque chose de très très large. Et je trouvais que de le poser en intro, tu vois, essayer de cadrer un peu le sujet pour voir à peu près où on se trouvait. Perrine, je te... Ouais, effectivement. Merci beaucoup. Effectivement, c'est bien peut-être qu'on puisse un peu poser les bases de ce discours parce on dit toujours l'IA ceci, l'IA cela. C'est un mot qui est extrêmement vague. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, c'est un grand domaine, tout comme le design est un grand domaine.
Et à l'intérieur de ce domaine, on va trouver beaucoup de choses. Donc, dans le design, on va trouver le product designer, le graphiste, l'illustrateur, le motion, etc. Et pour l'IA, c'est pareil. En fait, on va avoir l'intelligence artificielle, on va avoir le machine learning. Donc, le machine learning, c'est vraiment s'entraîner sur des modèles de data. Les entreprises, on a des modèles de data, on donne aux robots et ça va interpréter tout ça et créer des solutions. Ensuite, donc ça, c'est vraiment le gros chapeau. On va avoir encore un sous-domaine de ce machine learning qui est le deep learning. Donc là, le deep learning, c'est créer en fait tout un système neuronal pour essayer de copier l'humain. Donc c'est ça qui commence à faire peur un peu. C'est cette notion-là de copier l'humain, d'où le sujet d'aujourd'hui aussi. Et à l'intérieur de ce deep learning, on va avoir les LLM. Donc ça, c'est un gros mot aussi, les LLM, on en entend souvent, c'est le Large Language Model. Voilà, donc ça va être ChatGPT, Claude, Gemini, voilà, ceux que vous connaissez, les gros boss, quoi, on va dire. Et à côté de ça, on va avoir l'IA générative. Et en fait, notre sujet d'aujourd'hui, il va plutôt être sur ces deux domaines-là. En fait, c'est le mélange entre les LLM et l'IA générative et comment on s'en sert aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais un peu cadrer. Super. Parce que quand on va dire IA au sens large, ça va plutôt être souvent parler Ouais, de ce l'IA qui vous concerne plus générative. directement, clairement. Ouais. Et comme on peut le constater dans le chat, on a déjà un invité, surprise, une IA qui s'est connectée pour nous enregistrer et faire un petit CR. Je veux bien le CR après, comme je ne vais pas prendre des notes, ça me sera utile. Ok, Exact. on se lance dans le sujet. Donc voilà, moi, je vais vous poser un certain nombre de questions. C'est une petite tour de table. Il y a beaucoup de questions, donc on va essayer d'être, comme je vous disais tout à l'heure, efficace dans nos échanges. N'hésitez pas à poser des questions. Ça nous permettra de compléter au besoin. Donc la première question, c'est d'un point de vue client, puisqu'on a deux prismes, hein. Tout à l'heure on parlera peut-être plus des designers, mais déjà d'un point de vue client, comment percevez-vous l'impact de l'IA sur l'expérience client? On peut voir que le client, il a bien compris l'intérêt que l'IA avait, pour lui, au niveau de la réduction des coûts. Et effectivement de mettre en compétition, je pense à des métiers comme, le branding, en création de logos, création d'illustrations, où souvent, j'ai lu le témoignage d'une illustratrice qui, elle, était partie en congé maternité pendant 2 ans et quand elle est revenue, l'IA est arrivée partout. On peut le voir dans nos outils, dans la suite Adobe, dans Figma, on le voit partout et on la mettait en compétition en fait avec l'IA. En gros, on baisse le budget, on lui dit voilà, on a tant de budget pour cette illustration et c'est ou tu peux le faire avec ce budget-là ou on va le prompter et on va utiliser Illustrator. Donc ils ont compris qu'ils pouvaient gagner en gain de coût, en rapidité. C'est sûr que si on demande à Illustrator ou Photoshop de créer un logo, je l'ai essayé encore il y a 2 jours, en 2 secondes c'est fait. On prompte, allez, peut-être 1 heure. Et pour la personne, le client qui n'est pas très exigeant, ou qui n'avait pas une idée très aboutie, ou même il pourrait l'aboutir avec ses prompts, et il arrive à avoir quelque chose. Donc en fait, c'est là où je pense qu'on sent qu'il y a des graphistes ou des designers qui se sentent pas du tout à l'aise avec parfois l'arrivée de l'IA parce qu'on se dit mais mince, ça va nous remplacer. Il y en a, ils créent des illustrations. Celui qui avait besoin d'un petit site juste vitrine, l'IA maintenant, on peut avoir des templates très rapidement, du no-code, on n'a plus besoin de dev. Donc en fait, on voit tous ces petits métiers, ces petites missions qui pouvaient faire nourrir plein de personnes et qui en plus sont hyper enrichissantes. C'est toujours hyper intéressant de bosser pour des petites, moyennes entreprises. Là, on se dit mince, si eux, ils ne sont pas très exigeants dans leurs demandes, ils vont se complaire avec un logo fait avec Illustrator en promptant ou avec un site fait no-code qu'ils vont utiliser template généré par l'IA, quoi. Ouais, moi je te rejoins là-dessus. Ce qui fait écho aussi aux clients et aux entreprises, c'est qu'aujourd'hui, elles attendent des designers, alors je vais avec un grand D, hein, peu importe le métier, mais que les designers apportent maintenant une valeur mesurable, qu'ils influencent en fait sur des choix stratégiques, qui s'adaptent à certaines contraintes économiques, qu'on ait une croissance forcément, mais tout en restant créatif.
Et donc du coup, le fait de rester dans une posture isolée et de, comment dire, faire comme si l'IA n'existait pas, et aussi hors de la stratégie d'entreprise, bah, c'est risqué de voir son rôle marginalisé et d'être remplacé par des outils d'automatisation, bah, comme tu dis, du no-code, ce genre de choses. Mais en revanche, ça peut aussi l'accepter et le prendre tout de suite en compte. Ça peut aussi transformer et rester pertinent sur son métier, sur son domaine d'activité. Moi, je pense que de toutes les façons, le métier de créa, comme on est souvent appelé par les gens du marketing, que ce soit sur du storyboard de pub ou en tant que designer ou que graphiste, de toutes les façons, c'est toujours le client a toujours été vers une économie de coûts, donc forcément, ils voient leur intérêt pécunier. Ça rejoint ce que disait Laure, et même je suis complètement d'accord avec Perrine. Maintenant, moi, je prends plutôt ça aussi comme un outil, une sorte de super Google qui nous permet d'être plus efficient, de proposer plus de choses, de nous apporter des idées, des directions vers lesquelles on n'aurait pas forcément été, et qui sont quand même euh, une autre forme d'ouverture, et c'est à nous de trier et justement de faire valoir le savoir-faire avec ce qu'on va développer. Voilà, c'est une vie de travail en fait, d'être designer, d'être dessinateur, d'être scénariste, ou quel que soit le corps de métier. C'est une vie de travail, quoi, d'avoir une culture de l'œil, d'avoir une sensibilité, un background, et ça, je ne crois pas trop que l'intelligence artificielle soit, ne serait-ce qu'à la veille de développer ça. C'est-à-dire que même dans les grands romans de futur d'anticipation, Blade Runner, etc., les androïdes, il leur manque toujours ce truc qu'a l'humain. Donc moi, je vois plutôt ça comme quelque chose de positif, évidemment avec des débordements, comme toute nouvelle technologie qui arrive, mais surtout, non, moi, je pense que par exemple, dans d'autres domaines comme la médecine, ça va être super, et je suis plus inquiet de l'IA du point de vue militaire que sur le fait qu'il y a peut-être 2, 3 jobs de designer qui vont sauter, en fait, quoi. Et c'est un peu dur ce que je dis, mais il y a un moment, de toutes les façons, si ce n'est pas l'IA qui faisait sauter ces boulots-là, ça serait à un moment un manque de compétences et d'adaptation. Donc, je comprends que ça soit très dur à entendre. Et en plus, je vous dis ça, moi, je suis directement visé, hein. Je suis dans des corps de métier où ça saute, et où, clairement, je pense que dans 2 ans, la bande dessinée sera quelque chose de très accessible à des gens qui ne savent pas dessiner. Donc, elle l'est déjà. Donc, Alexis, voilà. tu vois, Ouais. nous, notre deuxième question, tu vois, c'était autour des sujets complexes, parce qu'on a bien entendu que ça permettait, d'un point de vue client, de simplifier pas mal de choses, voire de se passer peut-être de certains services, mais sur des sujets assez complexes, nuancés. euh, Est-ce que aujourd'hui, les réponses qu'on a peuvent vraiment les aider, d'un point de vue Bah, IA? moi, je te dis, je prends vraiment ça comme un plus dans le travail. Je pense que le client, de toutes les façons, il peut demander, même si un jour il est indépendant sur ChatGPT ou sur Midjourney pour créer des logos, il n'aura pas forcément la vision de qu'est-ce qui correspond à quoi, comment. En fait, c'est une vie de travail, c'est une sensibilité, c'est aussi une capacité professionnelle. Et en ça, moi, je suis pas trop inquiet, en fait, quoi. C'est-à-dire que je prends ça comme un plus, quoi, comme une évolution technologique qui redistribue les cartes et qui challenge, en fait, les designers, en fait, et les créas dans l'ensemble. Ok. Ouais, et puis la définition d'être créatif aussi, c'est en fait, c'est l'être humain en lui-même parce que bah, typiquement hier, je regardais l'émission là sur Qui veut être mon associé. En fait, les gens tirent parti de leur vécu et de leurs émotions pour créer de nouvelles solutions, en fait. Et ça, Mm. aujourd'hui, l'IA n'en est pas capable puisque l'IA n'a pas d'émotion, l'IA n'a pas de vécu. L'IA apprend de ce que nous, on lui donne. Complètement. Elle n'a pas de goût, en fait. C'est à nous d'avoir du bon goût, et C'est le ça. bon goût, c'est quelque chose de très personnel et de très humain. Je vais rajouter aussi une nuance, c'est que quand on fournit des guidelines, des chartes graphiques, des templates à des clients, ils ne savent pas toujours s'en servir. Ils reviennent très souvent vers nous avec nos propres templates et nos propres guidelines pour qu'on continue de travailler avec eux. Donc, quand bien même l'IA ferait une partie des choses à notre place, je pense qu'il faut vraiment apprendre à s'en servir et que, bon, on spoil un peu la fin là, Ouais, c'est pas mais trop rentrer dans la fin, mais voilà, mais que voyant déjà comment les clients se débrouillent avec des guidelines et des templates, voilà.
Il y a une bonne question là de Chloé qui dit est-ce que nous aussi nous n'apprenons pas de ce qu'on nous donne? Bah, si, effectivement, par exemple, si on nomme ChatGPT ou Claude, par exemple, mais ChatGPT, moi aujourd'hui, je l'utilise pour tout. En fait, elle est utile pour tout mon apprentissage. Si je ne sais pas faire quelque chose, je vais lui demander comment on fait. Il va m'expliquer et après, moi, je vais pouvoir y mettre mon propre vécu, ma propre expérience et je vais pouvoir faire la chose. Donc, c'est vraiment une extension de mon cerveau. Et typiquement, après, il peut m'apprendre une chose. Moi, je peux passer sur une autre intelligence artificielle, essayer de le redupliquer. Et en fait, on apprend beaucoup plus vite aujourd'hui. Trop bien. Ce qui commence à répondre à cette question. Donc, quels sont les bénéfices de l'IA pour les designers? Est-ce que tu veux compléter, Perrine, ou quelqu'un d'autre? Je vais laisser la parole. J'ai beaucoup parlé. Je vous en Bah, prie, allez-y, Laure, par exemple, ou Alexis? ouais, ça va dans le sens c'est vrai qu'on répondait un peu en anticipation, mais effectivement, moi, je pense qu'il y a plein de bénéfices. Cet aspect super Google, d'une part, le fait que ça va aussi nous faciliter la tâche techniquement, je pense. Moi, à titre perso, en tant qu'auteur de BD, si à un moment je peux m'émanciper de producteur, de chaîne de production et qu'avec deux, trois amis qui ont des compétences, on mélange de compétences et que grâce à l'IA, on arrive à produire par exemple un film entier généré sur Sora, ça redistribue les cartes, ça propose aussi, comme YouTube, quoi. Je pense qu'on ne sait pas trop, on est un peu dans une sorte d'Eldorado. Quand il y a 15 ans, YouTube est arrivé, on n'aurait pas forcément pensé que des gosses de 20 ans feraient fortune là-dedans et créeraient un nouveau métier avec, moi, j'aime pas trop le terme influenceur, mais et j'étais réfractaire d'ailleurs au début, alors que j'étais encore plutôt jeune. Et en fait, finalement, bah, aujourd'hui, je consomme des youtubeurs parce que il y en a certains qui, voilà, que ce soit sur le plan historique ou il y a des sujets qui m'intéressent. Aujourd'hui, ça s'est complètement démocratisé. Je pense qu'il va falloir attendre que ça se démocratise un peu et qu'on l'intègre à nos fonctionnements pro, aussi bien du côté créatif que du côté client, que de toutes parts, quoi. Ok. Et puis, vas-y. Vas-y. Je voulais, je voulais compléter, par exemple, tu parlais au début que tu avais pris un outil, Nicolas, qui permettrait de retranscrire tout le mythe d'aujourd'hui. Et en fait, ça va nous permettre surtout, enfin, l'IA aujourd'hui, ce qu'elle nous propose comme solution, c'est de réduire nos tâches répétitives et vraiment chronophages. Par exemple, pour les tests U, le nombre de fois où il fallait tout retranscrire à la main dans un fichier Excel. Et ben là, avec voilà, l'outil que tu utilises aujourd'hui, bon exemple, et ben ça montre que voilà, ça, on s'entend, c'est pas valorisant comme travail de faire ça en tant que product designer ou même design. C'est chronophage, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et pareil, des nouveaux outils, par exemple sur Figma, avec l'IA aujourd'hui, ça nous permet aussi de renommer des calques, enfin faire plein de choses qui sont chronophages, voilà, qui n'ont pas vraiment d'intérêt, qui est très répétitif dans notre travail. Et ça va permettre aussi de beaucoup plus focaliser sur la créativité finalement et s'enlever peut-être 60% de nos tâches qui sont voilà, répétitives pour vraiment se focaliser sur la stratégie produit et sur la créativité. Ok, bah, ça a l'air génial, hein. Bon, vous avez l'air toutes et tous convaincus. Je suis très heureux pour Bah, vous, il y a mais aussi, Je vais peut-être il y juste a aussi rajouter un petit point ouais. sur la recherche utilisateur ouais. et sur l'analyse de données. Enfin, c'est vraiment, en fait, vous allez avoir une entrée qui va être toute, comment dire, l'aide sur l'analyse de données. Enfin, prendre vraiment un grand nombre de données et sortir ce dont vous avez besoin. Et de l'autre côté, il y a la partie créativité où ça va vraiment beaucoup vous aider pour de l'idéation. J'essaye d'aller vite. Pour de l'idéation et vous générer des idées auxquelles vous auriez peut-être pas pensé. Voilà, je vais très vite. Non, c'est très bien. Et garde la parole, sauf si quelqu'un veut compléter. Vas-y. Ah, vous êtes adorable. Parce que j'ai cru que vous alliez vraiment foutre le bordel dans mes questions, c'est trop bien. J'essaye. Donc maintenant qu'on a dit que c'était génial, c'est quoi les limites? Allez, je mets ma casquette de rabat-joie. Non, pas du tout, parce qu'en vrai, vous allez très vite voir que c'est une bonne nouvelle. Alors, les limites, je vais essayer de résumer ça en 2-3 points. La première, clairement, ça va être la fiabilité.
Je vous donne une petite anecdote. Alors, c'était il y a quelques temps déjà maintenant, mais quand j'ai commencé à faire les tests sur des outils IA et notamment de génération de maquettes, j'ai fait la demande. Alors, le prompt était assez précis quand même, mais j'ai demandé à l'IA de me générer une maquette de vente de vêtements, le truc classique, pour une page produit de vente de vêtements. Et l'IA m'a généré une très belle maquette avec toutes les fonctionnalités à peu près qu'il fallait, mais avec des images en format paysage. Personnellement, ça n'aurait pas été mon choix. Et c'est arrivé une seule fois dans tous mes tests. Donc, ça a été assez étonnant, mais comme quoi l'IA, de fait qu'elle est probabiliste et elle s'est nourrie de tout ce qui se passe sur Internet, eh ben, elle peut faire des erreurs parce qu'elle a été nourrie avec des choses qui sont bonnes et des choses qui sont moins bonnes. Donc, il faudra toujours de toute façon être en capacité de vérifier la qualité de ce qui sort de vos IA, surtout si vous n'êtes pas un dieu du prompt. Donc là, c'est le petit conseil déjà, c'est d'apprendre à prompter vraiment. Et là, ça va presque devenir un métier à part entière. On en reparlera certainement tout à l'heure. Deuxième point, au-delà de la fiabilité, c'est clairement la créativité. Comme on a commencé déjà à en parler tout à l'heure. Ce que va sortir l'IA, c'est clairement de l'enchaînement de patterns connus. Ça ne va pas réinventer la roue. Donc, ça va, comment dire, si votre projet, il a des petites spécificités, des petites complexités, et si en plus vous voulez insuffler un peu d'intention, un peu de sensibilité, de l'humain, et bien correspondre à ce que veut votre client, clairement, ça va vous aider à générer des idées, à faire de l'idéation. Mais pour tout ce qui est travail définitif, maquette définitive, il faudra de toute façon passer par l'humain et votre expertise. Dernière petite chose, pour l'accessibilité, je vous laisserai parler. Et dernière petite chose, je fais un rappel très important sur la confidentialité des données. N'oubliez pas que tout ce que vous donnez à manger à l'IA, en tout cas dans certaines configurations, sont récupérés par les moteurs. Et donc, ça peut générer des problèmes puisque vos données sont un peu lâchées dans la nature. Donc, pour ça, il y a des outils pour cloisonner les données que vous donnez à manger à votre intelligence artificielle, et il est très 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 important d'être au clair là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Perrine, tu voulais compléter? Je sentais que tu étais au taquet là. Bah ouais, en fait, je te suis complètement et moi, je voulais rajouter surtout de faire attention aux biais. En fait, on parle toujours en design et surtout en research, UX research, de faire attention aux biais cognitifs humains. Et en fait, on est en train d'ajouter dans l'IA beaucoup de biais cognitifs. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche utilisateur qualitative, par exemple 20 utilisateurs, OK, c'est facile de juste avoir la retranscription de tout ce qui s'est dit, ça va vite, etc. Mais quand, à partir du moment où on demande à l'IA d'interpréter cette recherche utilisateur, toutes les lignes, tout ce qui s'est dit, etc., si le prompt, déjà de base, a des biais, si on n'a pas bien expliqué notre prompt, en fait, elle va venir interpréter des choses qui sont potentiellement hyper biaisées, voire des gros raccourcis de ce qu'ont dit les utilisateurs. Donc ça, il faut faire vraiment très attention à ça. Et après, la deuxième limite, c'est que effectivement, pour avoir testé des maquettes, fais-moi une maquette. Alors un login, ça se passe bien hein, parce que personne ne va réinventer des champs de login, password, etc. Mais à partir du moment où ça devient plus complexe parce que le besoin de ton client est complexe sur des personas complexes, bah en fait là, il ne sait plus rien faire. Enfin, on n'est plus capable. Yes. Et pour aller plus loin, comment voyez-vous l'impact de l'IA sur vos métiers à plus ou moins long terme? Laure? Ça, c'est une grande question. Je pense, je vais citer quelqu'un, Roy Amara, qui ça est devenu en fait la loi Amara tellement que ça a été observé dans le monde. Donc, il dirigeait l'Institute for the Future. Donc, je cite: nous avons tendance à surestimer les effets d'une technologie sur le court terme et à la sous-estimer sur le long terme. Comment on pouvait croire en nous mettant, en créant le téléphone il y a plusieurs années ou l'ordinateur, bien sur le long terme, ce que ça allait devenir aujourd'hui. Par exemple, le téléphone aujourd'hui, c'est notre appareil photo, notre moyen de paiement, notre banque d'images, toute l'histoire. Enfin, ça peut être une application qui peut nous aider à voyager. Maintenant, c'est une IA, c'est un compagnon au quotidien. Donc, je pense qu'on n'est qu'aux prémices parce que
autant l'IA, ça fait longtemps qu'elle existe, qu'elle existe, mais qu'on l'a mis aux mains du grand public et dans tous nos outils, c'est quand même très récent. Et donc, on est aux prémices. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'on l'englobe très vite pour être capable de suivre, parce que dans 10-15 ans, on n'aura pas le choix. Enfin, qui disait peut-être il y a 15 ans, non, mais j'aurais pas d'ordinateur chez moi, non, mais j'aurais pas de téléphone portable, ou j'aurais pas de. Aujourd'hui, on peut plus vivre sans. Et je pense qu'on n'a pas le choix de l'englober, de la comprendre et de poser des limites pour faire attention dans le futur. Effectivement, du coup, comme tu disais, Cécile, je te rejoins sur la gestion des données, de tout ce qu'on lui donne et comment on la nourrit. Voilà, donc c'est un peu près. Top. Merci beaucoup pour ta réponse. Je me permets d'enchaîner. Le temps défile beaucoup. On a plébiscité un peu l'accessibilité. C'est un peu votre credo. Et donc l'IA peut-elle rendre le design plus inclusif ou au construire, créer de nouveaux biais? On a parlé des biais tout à l'heure en plus. Ouais. Du coup, je peux prendre la parole parce que je vais juste répondre une petite phrase sur la question d'avant et enchaîner sur celle-ci qui va très bien. En fait, pour moi, l'IA, il faut repenser en profondeur la manière dont on va concevoir et dont on va interagir avec les systèmes. Ok? Donc, ça veut dire on va de plus en plus personnaliser nos expériences. On en parle déjà depuis des années avec l'innovation, etc. Mais là, les clients veulent tous une app personnalisée en fonction de l'utilisateur. Et ça, on va le faire à grande échelle. Et ça, l'IA, elle va pouvoir nous aider grâce à la data qu'elle récolte sur nous. Et elle va pouvoir, on va pouvoir changer les interfaces. Et ça va repenser nos modes d'interaction. OK? Et ça, du coup, j'enchaîne sur la question de l'inclusivité. Merci. Comment on repose les modes d'interaction? Par exemple, pour les personnes qui sont en situation de handicap, qui ne peuvent pas utiliser leurs mains pour naviguer, qui ne peuvent pas utiliser leurs yeux pour naviguer ou même leurs oreilles, et en fait, l'IA va pouvoir aider là-dessus. On va pouvoir, quand on ne peut pas utiliser nos mains, on va pouvoir parler. Quand on est sourd, l'IA va pouvoir nous faire hyper facilement des transcripts. Et ça, ça va devenir incroyable. Peut-être même que le digital plus tard, il sera bien plus à l'oreille en fait, enfin bien plus au vocal, à l'oreille, au comment on dit, à la manière de discuter, plutôt que les interfaces graphiques. Mais c'est peut-être que, enfin, je veux pas spoiler la fin du call, mais voilà, ça va complètement chambouler la manière dont on voit le digital. Déjà, comme on voit à l'usage, maintenant, tout le monde envoie des messages vocaux. Qui va maintenant commencer à taper quand on a beaucoup de choses à dire à un ami? Tout le monde sur WhatsApp ou même sur tous les moyens de communication, ils proposent de laisser des messages. Et on parle de plus en plus avec des messages. Siri, enfin, elle aide tellement de personnes. J'ai un exemple tout bête, je viens de l'activer, d'une personne, j'étais en train de prendre le train et il y avait une personne qui n'arrêtait pas de dicter à côté de moi, qui parlait, qui laissait des messages vocaux. Et je ne faisais pas vraiment attention à ce qu'elle faisait. Et puis je me dis, maman, elle ne va pas laisser tout son temps à laisser des messages vocaux, elle va déranger tout le monde. Et en fait, au bout d'un moment, elle me demande son aide pour écrire un message. Et en fait, je réalise qu'elle avait la maladie de Parkinson. On ne pense pas, mais maladie de Parkinson, écrire un message avec son clavier sur un téléphone, c'est très compliqué. Donc elle, Siri, ou les messages vocaux, ça a été une révolution. Du coup, on a un peu Bien sûr. échangé sur le trajet. Mais pour elle, ça a été une révolution. Donc, c'est pas forcément que des personnes qui sont malvoyantes qui vont aussi utiliser Siri, où on pourrait penser que voilà, elle, ça va être plus ciblé pour elle. Mais non, en fait, il y a plein d'handicaps où l'IA va beaucoup l'aider dans le quotidien, dans la gestion de leurs tâches quotidiennes. Et c'est une réelle aide au quotidien. Ouais, et attention, je finis du coup avec les biais. Effectivement, quand on fait des prompts aujourd'hui dans des recherches avec de l'IA générative, l'IA nous sort des images et des choses hyper biaisées. Je sais plus, on avait fait un test une fois on cherchait une image d'usine, machin, ça nous sortait que des Asiatiques. Quand tu cherches tel domaine d'activité, ça te sort que des femmes en costume, je sais pas quoi. Enfin, donc là aussi, c'est la manière d'apprendre de l'IA qui va devoir être changée pour inclure, parce que là, aujourd'hui, on oublie aussi des millions de personnes qui sont en situation de handicap, et ça, il faut les inclure dans les prompts, dans l'IA, dans ce qu'elle apprend. Justement, transition avec les outils. On a différents outils, donc on en a déjà parlé, donc Siri ou ce genre de choses qui vont aider. Maintenant, YouTube fait des sous-titrages automatiques avec effectivement des fois certaines fautes. On a aussi Google Assistance, et en parlant et aussi on a des plugins, par exemple dans Figma avec Coco ou Codia ou Relum qui vont aider les product designers. Donc, je pense par exemple à Coco
qui aident à faire des user maps, des personas, des questionnaires utilisateurs. Et encore une fois, c'est utile pour avoir une base, il faut savoir prompter, mais il va falloir toujours repasser dessus parce qu'il y a des biais, il va falloir faire attention et recadrer parce qu'elle va oublier aussi des utilisateurs, donc il va falloir penser aussi à tout ce qui est accessibilité dans ce genre d'outils. Et après, on a d'autres outils où là, c'est plus dans l'expertise, dans les audits, où on a des outils donc, gérés par l'IA comme Waze, Tanaguru ou Lighthouse qui permettent d'auditer des sites. Et là, pareil, ça donne une première idée de l'accessibilité d'un site. Mais encore une fois, ça va représenter que 20 à 30% des critères du RG2A pour ceux qui sont communs avec ce terme. C'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité de l'État. Et donc, c'est aussi des outils automatiques, mais à chaque fois, voilà, il faut faire attention, repasser derrière, ça va donner des bases, comme pour les plugins Fingba ou ce genre de choses, mais toujours repasser derrière, toujours le designer qui est quand même garant du contexte et de ce que va produire l'IA, et du coup faire attention qu'on garde bien le sens et la stratégie qu'on souhaite garder avec l'inclusivité. Ouais, c'est un peu le super assistant, on est toujours un peu responsable évidemment de ce qui est produit, il faut pas le... Moi c'est un des conseils que je donne, hein, c'est si on utilise l'IA, si on maîtrise pas le sujet, c'est hyper dangereux. C'est un peu la clé. Et on rentre un peu dans les tips. Comment tirer parti? Alors on en a beaucoup parlé, hein, mais brièvement, comment tirer parti, Alexis, tu vois, toi de ton côté, l'IA dans ton quotidien? Alors moi, dans l'immédiat, sur tout ce qui est mid-journée, etc., ou même l'autre jour, j'ai vu un clip avec le rappeur Caris, une sorte de parodie, une connerie en fait sur Twitter. Et en fait, je vois quelqu'un qui dit OK, c'est quelle IA et qui donne une référence. Je suis désolé, je ne l'ai pas en tête. Un truc genre FX2P, un nom comme ça. Et donc, je regarde cette IA. Et moi, vu que je sors une BD en avril, je me dis tiens, je vais essayer de m'amuser avec. Et donc, sur la version de démo, j'essaie d'animer. Et en fait, pour moi, le résultat, il est encore aux antipodes de ce qu'il peut m'apporter. Encore une fois, dans la version que nous, on utilise, j'imagine que, par exemple, en médecine, ils ont déjà des IA qui sont hyper performantes, ils sont déjà formés, ils ont déjà quelques années d'avance. Nous, vu que ça se démocratise, on va dire qu'on est la première partie populaire, en fait, à avoir accès à ça parce qu'on est designer et qu'on est censé œuvrer quand même avec les technologies et l'avant-gardisme. Mon éditeur m'a demandé il y a quelques temps si j'avais une idée en fait pour ma biographie. Franchement, écrire sa propre biographie, compliqué. Donc, j'ai essayé sur ChatGPT. Et un coup, je suis né en 91. Un coup, je suis né en 45. J'ai fait des trucs en Argentine, j'ai jamais mis les pieds. Donc, c'était tout et n'importe quoi. Et j'ai réessayé il y a 2 jours et ils me ressortent la biographie que sort Glénat. Donc, c'est un peu plus pointu. Mais disons que je pense que c'est encore à parfaire. En revanche, moi, j'écris beaucoup. Pour moi, des dialogues, des scénarios ou des fois des tournures de phrases. Et en fait, je demande à ChatGPT, par exemple, de reformuler. Alors avant, je le faisais avec des synonymes en cherchant, mais effectivement, ChatGPT me propose des fois des tournures de phrases où je fais un montage entre mon texte initial et ce que me propose ChatGPT. Par exemple, moi, je suis quand même vraiment trilingue et complètement fluent en anglais. Et en fait, quand je dois traduire un texte, j'ai quand même des limites. Et je fais donc des traductions assez scolaires que je suis obligé de pousser, de regarder. Ça me demande beaucoup de travail, c'est très laborieux. Et généralement, quand je le fais lire à quelqu'un qui est vraiment de langue anglo-saxonne, il y a plein de choses que je n'ai pas. Et ben, c'est vrai que ChatGPT fait vraiment un travail exceptionnel en termes de traduction. Donc, je suis un peu navré pour les traducteurs. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans l'adaptation d'une BD, ils vont comprendre du dialogue les expressions, la sensibilité, tout ce qu'on a évoqué avant. Donc, moi, dans l'immédiat, je me sers un peu de ChatGPT et j'avais ce matin un ami au téléphone, je lui disais que j'allais participer au webinaire. Il me dit, tu vas dire quoi? Donc, je résume à peu près ma position sur le sujet. Et lui m'expliquait, par exemple, que c'est ChatGPT qui lui a organisé son voyage au Japon en fonction de ses goûts, tous les endroits où il a été, etc. Et il m'a dit, bah ouais, c'est un peu dur peut-être pour les agences de voyage, mais chaque fois qu'il est passé par une agence de voyage, il a été déçu. Il est parti avec ses 2 mômes au Japon, il a fait un super sans faute. Et à un moment, ça met aussi le point sur des compétences où nous, il faut qu'on se
se parfassent. Je ne sais pas si c'est français. Enfin, il faut qu'on aille vers un peu plus de perfection et d'amélioration. Et je pense qu'il faut vraiment prendre ça comme un nouvel outil. Moi, en conclusion, vraiment, par rapport à tous ceux qui sont un peu contre, je trouve ça un peu rétrograde quoi, d'être contre une nouvelle technologie. Et je crois vraiment au fait d'avancer et d'aller avec la vague, quoi. Il y a un proverbe anglais qui dit If you can beat it, crown it. Si c'est vraiment trop énorme, bah, couronne-le et serre-t'en plutôt que d'appréhender. Je suis très impatient de, de voir des nouvelles versions de Sora. Moi, je ne suis pas très bon en technique. Je suis très impatient de voir, par exemple, des nouvelles versions de Sora qui seront un peu plus accessibles à mon niveau technique pour essayer d'adapter mes dessins et d'essayer de les faire bouger. Voilà, c'est un peu mes attentes sur l'IA dans l'immédiat. Et dans les designers, c'est vraiment toutes les petites tâches du quotidien, hein. C'est ne plus répondre à ses emails, les emails basiques, les comptes rendus de réunion avec le client, etc. Hop, ça c'est vite fait avec des outils comme Tactic, Fathom, je sais plus ce que tu utilises toi. Ensuite, ça va être voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'UX, la recherche, tout catégoriser dans un fichier Excel après, en faire des colonnes, etc. Ça va vite. On se garde la partie compréhension et rédaction après à la fin, mais ne plus ranger ses fichiers Figma, par exemple. Laure, elle l'a dit tout à l'heure. Avant, on était sur Photoshop, on passait des heures à renommer nos calques. Là, on renomme plus rien. On a Frame 3240, machin. Hop, un petit coup d'IA, il nous renomme tout. C'est ça qu'on veut plus faire, en fait. C'est vraiment ça d'en tirer parti. D'autres conseils, d'autres tips pour le métier des designers? Des indispensables? Oui, clairement. Alors que ce soit pour de la recherche utilisateur ou pour de la création de maquettes et de chartes graphiques, comme je disais tout à l'heure, il va vraiment y avoir la préparation où l'IA va nous aider à défricher les sujets, analyser des données. Par exemple, là tout de suite, ça va être par exemple de résumer des verbatims pour trouver des points de douleur de nos clients. Donc en lui donnant un énorme fichier, il va pouvoir le digérer et nous ressortir les points clés les plus importants, ce qui ne nous empêchera pas de vérifier quand même derrière. Mais ça fait déjà un gros boulot de fait. Et il peut aussi nous donner des idées, alors que ce soit forcément en termes de maquettes et d'idéation, mais aussi pour tout ce qui est structure de test, protocole d'atelier. Vous pouvez lui demander de vous créer une idée d'atelier avec voilà, qui doivent être les participants, combien de temps, quel type d'atelier, etc. Enfin, vous pouvez vraiment vous créer une base que vous allez forcément retravailler derrière, mais ça peut vous faire vraiment gagner du temps. Et à la fin aussi, pour corriger votre travail et pour, compléter, critiquer des choses, que ce soit critiquer des maquettes ou critiquer des comptes rendus, etc., par rapport à des données que vous auriez, et aussi pour créer de la documentation, c'est assez puissant, même pour la maintenir. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'utilisations qui s'ouvrent, et ouais, ça peut vraiment devenir un super assistant. Voilà. Et le content writing aussi, on n'en a pas parlé, mais quand on fait des maquettes, souvent le client veut vite quelque chose. On n'a pas le temps d'aller chez nos amis du content pour faire les textes et chez nos amis du marketing pour faire les images. Donc on génère des images en fonction de nos thématiques, on génère un texte et après, par contre, on va revérifier tout ça avec les bonnes personnes, mais ça permet tout de suite d'avoir une maquette qui est plutôt high fidelity, quoi. Moi, il y a un outil que je n'ai pas encore utilisé et je serais très curieuse parce que ça fait pas longtemps c'est les tests utilisateurs à grande échelle. Maintenant, l'IA est capable de se mettre à la place des utilisateurs et de lire vos maquettes et de dire ce Oui. qu'elle souhaite à la place en fonction du persona que vous le souhaitez. Vous lui donnez un persona et elle va juste regarder, hein, pas voir ce qu'il y a derrière, mais juste regarder vos maquettes et dire ce qu'elle en pense. Alors, j'ai regardé certains trucs. Il y en a un qui s'appelle User Analytics. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je serais très, très curieuse de le faire, qu'un client se mette embarqué là, dans le projet pour voir ce que ça donne de faire des tests U avec une IA en tant qu'utilisateur, quoi. Donc, comme quoi, voilà, on voit des outils qui arrivent tous les jours et que vraiment, il faut qu'on embarque parce qu'il faut que
Ça peut être quand même une super aide au quotidien et donner des premiers. Alors, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais imaginons que ça nous donne déjà des premiers retours avec des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, puis qu'on pousserait peut-être un peu après en dernier test avec des vrais utilisateurs, mais à tester, quoi. Il nous reste quelques minutes. Je compléterai Je sur reviens Pardon, vas-y, Cécile. juste vite fait sur une question qui avait été posée par Ingrid tout à l'heure et la réponse que je lui ai faite. Euh, Effectivement, il faut monter dans le train et c'est en promptant qu'on devient prompteur. Créez-vous vos bibliothèques de prompts et allez-y, essayez, tout simplement essayez et faites et améliorez-vous. Voilà. Yes, et juste avant d'aller sur un peu le mot de la fin, juste on a Loïc qui a parlé de Perplexity. Ça pour moi c'est une vraie grosse révolution. Ou GPT Search, cette capacité à pouvoir ne pas te proposer un site internet pour peut-être espérer avoir ta réponse, mais faire des recherches et construire une réponse. Moi c'est vraiment une jolie évolution de comment on parcourt internet. C'est très très chouette. Ouais, alors Perplexity, en fait, c'est basé sur le modèle de ChatGPT. Justement, c'est pour ça qu'on avait fait au tout début, justement, bien parler de la base et ce que ça concerne. Et en fait, Perplexity, ça va tout de suite chercher sur les sites internet, sur les navigateurs. Donc, ça te donne tout de suite des sources qui sont rapides et précises. J'insiste sur le mot précis. Alors que ChatGPT, ça va toujours être assez large. Voilà, donc, enfin, pour, on va dire, une réflexion du quotidien, ChatGPT est cool. Par contre, si tu veux quelque chose de très précis sur un instant T, tu es dans Ouais. une discussion avec quelqu'un et tu veux les X meilleurs produits de tel truc, machin, va sur Perplexity, ça sera meilleur. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment incroyable. Bon alors, Je reviens juste vite fait sur un dernier outil. Coco, on ne l'a pas cité, hein, mais pour la recherche utilisateur. Voilà. Coco. Ouais, Laure, elle l'a cité tout à l'heure. Ah, Très pardon. bien. Bon alors c'est fini les designers? Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Alexis, c'est fini les designers? Plus besoin de dessinateurs? Ouais, écoute, on creuse toujours avec des pelles. Donc, on a un peu de temps devant nous, je pense. On a un peu de temps devant nous. Mais ouais, après, enfin, je comprends les craintes, en fait. Je comprends les craintes et je dis pas que ça pose pas des questions éthiques. Je vois bien passer depuis un an tous les problèmes qui sont liés à l'arrivée d'une nouvelle technologie. Mais moi, je trouve ça bien que les choses bougent. Je trouve il y aura forcément un nouvel avant-gardisme, des nouvelles choses qui vont arriver. Moi, je suis plutôt pour la nouveauté, quoi. Je trouve qu'il y a Je discutais avec ma maman qui est un peu âgée, elle me dit ouais, c'était pas mieux avant, mais c'est pas mieux maintenant. Bon bah voilà. Je trouve que écoutons les sages. C'est vrai que ça résume un peu le truc. C'est cool qu'il y ait des choses qui arrivent. Après, oui, ça apporte aussi, ça aura forcément des défauts, mais comme ça a été dit précédemment, c'est que le commencement en fait. Ça ouvre de nouvelles portes. Et aussi, je crois que c'est toi, Laure, tout à l'heure, qui a dit quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'en fait, on ne peut jamais imaginer où ça sera dans 10 ans. C'est-à-dire que, voilà, ça n'a pas l'air d'être un pétard mouillé, parce que ça a quand même l'air d'être un monde nouveau qui arrive, mais on ne sait pas ce que ça sera dans 10 ans. Donc, ça va certainement ouvrir plein de portes et plein de trucs super auxquels on n'avait pas pensé, et peut-être aussi d'autres problèmes auxquels on n'a pas pensé, mais bon, faut avancer et épouser un peu la vague. Et moi, je suis plutôt très curieux et je ne me sens pas menacé, en tout cas, dans mes deux corps de métier d'enseignant dans l'immédiat ou d'auteur de BD, parce que moi, je suis sur un métier qui repose complètement tout de suite sur mon coup de crayon, mon expérience, ce qu'évoquait Perrine, tout ce qui a fait ma vie et mon coup d'œil. Donc, tout de suite, je ne me sens pas du tout menacé, quoi. J'espère ne Et pas puis, être trop tard. bah, comme on l'a dit tous au début d'ailleurs, hein, tous les quatre, on a dit moi j'ai commencé par ça, j'ai fait ça dans ma carrière, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. J'ai eu Ouais. tel statut. Et ben en fait, c'est exactement pareil aujourd'hui. Peut-être que moi j'en suis sûre, dans 5 ans, on sera plus product designer, on sera autre chose, on fera différemment. Et enfin, en tout cas, personnellement, il faut absolument qu'on reste pertinent sur le sujet. Et ça va garantir notre place dans un monde qui est en constante évolution sur le domaine. Il ne faut pas lâcher l'affaire, en fait. Oui, bien sûr. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup à vous pour ces échanges incroyables. On a fait pas mal de questions. Laissez-nous votre avis dans le chat, ça nous fera énormément plaisir. En tout cas, merci encore. C'était très chouette, de très beaux échanges.
L'avenir nous appartient, c'est bon, on est encore là. Merci encore à Perrine, Cécile, Laure et Alexis pour ces très beaux échanges. Je vous souhaite une très bonne après-midi à toutes et tous. À bientôt. Pareil, bonne journée à Merci. tous. Tous, Au bon revoir. après-midi. Merci. Au revoir.